Bonjour à tous. Alors, première petite question. Est-il imaginable qu'un pilote de Formule 1 ne connaisse pas le fonctionnement de sa voiture? Évidemment non. Est-il imaginable qu'un joueur de football ne connaisse pas la règle du jeu auquel il joue? Évidemment non. Est-il imaginable que tous les profs et les élèves ne connaissent pas le mode de fonctionnement d'un outil qu'ils utilisent en permanence et de manière intensive? Évidemment non. Eh bien pourtant, c'est ce qu'il arrive actuellement dans le domaine de l'éducation en France. Car ce fameux outil mystérieux dont je vous parle, et dont le mode de fonctionnement est méconnu des principaux intéressés, eh bien, c'est notre ami le cerveau. Alors de mon côté, je suis prof de maths dans un lycée. Vous inquiétez pas, Thalès, Pythagore, on dit qu'ils ne seraient pas là aujourd'hui, vous pouvez vous détendre. Il y a 5 ans, j'enseignais dans une première dite de consolidation, où nous avions regroupé les élèves qui étaient passés de seconde en première scientifique de manière un petit peu juste. Et pour les aider à avoir leur bac avec plus de facilité, nous avions recruté une équipe de super profs. C'était les profs les plus novateurs du lycée, les plus dans le pédagogique, les plus dans le relationnel, les plus aimés des élèves. En voici une photo à peine retouchée. Alors cependant, au bout de 6 mois, il a fallu faire un premier bilan. Et ce premier bilan eh bien, était un peu décevant puisque 50% des élèves stagnaient au niveau où on les avait recrutés. Alors, face à ce semi-échec et à cette constatation, je cherchais une explication et j'ai alors un jour posé la question aux élèves. Au fait, pensez-vous que l'intelligence est une donnée fixée à la naissance ou qu'elle s'acquiert au fil du temps et de la vie? Réponse, 50% des élèves de la classe pensaient que l'intelligence était une donnée fixée à la naissance, qu'on naissait intelligent ou limité, et pire encore, ou circonstance aggravante si vous voulez, que ça perdurait tout au long de notre vie. Alors que l'on sait désormais que ceci est un non-sens scientifique total. Car grâce aux dernières avancées en neurosciences, nous avons la preuve sans cesse renouvelée qu'en fait, plus le cerveau est stimulé et de manière différente, plus il se développe. Et ça ne vous étonnera pas si je vous dis que les fameux élèves qui pensaient que l'intelligence était une donnée fixée à la naissance une bonne fois pour toutes étaient les mêmes que ceux qui plafonnaient. J'ai alors compris qu'ils se bridaient eux-mêmes et qu'il en était ainsi partout en France. C'est grâce à cette révélation que j'ai créé le projet Neurosup, que je mène parallèlement à mon travail de prof, et dont l'ambition est de dévoiler un petit peu partout en France, aux profs et aux élèves, les liens qu'il y a entre le fonctionnement du cerveau et des astuces, des méthodes d'apprentissage. Alors aujourd'hui, pendant quelques minutes, je voudrais partager avec vous 3 connaissances fondamentales de neurosciences qui vont à l'encontre de 3 fausses croyances communes que nous avons pour la plupart, ou en tout cas pour la plupart d'entre nous, nous avons eues. Alors là aussi, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bagage scientifique nécessaire pour comprendre ce que je vais dire. Et il n'y a même pas d'humiliation publique prévue. La charte de TEDx est très stricte à ce niveau-là. Hélas, j'ai dû m'y plier. Je vous donne donc d'abord les titres et après je rentrerai dans le détail. La première de ces connaissances, c'est que le cerveau efface, il ne fait pas qu'enregistrer. Puis nous verrons la deuxième connaissance, à savoir que le cerveau n'est pas multitâche, que l'on soit jeune, que l'on soit âgé, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme. Et enfin, troisième et dernière connaissance que nous verrons, c'est que le cerveau est un véritable transformiste. Il se reconfigure sans cesse. Alors, commençons justement par la première. Longtemps, nous avons cru que le cerveau, puisque c'était une machine à apprendre, c'était forcément une machine qui ne faisait qu'enregistrer. On ne pouvait effacer que par pathologie. Et que de surcroît, si l'on avait compris quelque chose, alors forcément, on l'avait mémorisé. Eh bien, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous prouver le contraire. Cette vidéo, c'est tout simplement une petite publicité que vous avez peut-être vue il y a 3 ou 4 ans qui passait sur les télévisions françaises. C'est pour un gel douche dont j'ai juste ôté le nom à la fin de la publicité. Alors, félicitations hein, si vous avez le gel douche en question dans votre salle de bain, je m'incline, mais cela ne vous servira à rien pour la petite expérience qui va suivre.
car effectivement, il s'agit d'une petite expérience. Et comme je ne peux pas vous en dire plus, eh bien, je vais vous passer la vidéo et on en parle juste après, c'est promis. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Alors je vous pose naïvement la question. Comment s'appelle cette jeune femme? Alors nous avons un courant Stéphanie, nous avons un courant Sarah, nous avons un courant Léa, et nous avons un courant silencieux. Les sans opinion de Tadix Alsace. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas à s'inquiéter, je parle aux sans opinion, puisque après tout, le personnage est exactement dans la même situation. Personnage clé joué par la caméra. Alors, on peut légitimement se demander, mais enfin, comment ça se fait que je n'ai pas mémorisé les choses, alors qu'un prénom, c'est pas difficile à comprendre. Donc, je l'ai compris, et pourtant, je ne l'ai pas mémorisé. Eh bien, parce qu'il faut savoir que grâce aux avancées en neurosciences, on a découvert avec certitude que le cerveau a fait effectivement une tendance à enregistrer facilement quand il trouvait que les informations qu'il recevait étaient utiles pour le futur proche, mais il avait également tendance à effacer très rapidement des informations qu'il pensait inutiles pour le futur proche. Pour vous donner une analogie, ce serait celle d'un physionomiste de boîte de nuit. Je suis désolé si je réévoque quelques souvenirs difficiles pour vous. Un physionomiste de boîte de nuit qui laisse passer votre amie charmante et qui vous laisse par contre, vous, sur le trottoir, méditer sur vos baskets pourtant si confortables et au vert fluo si tendance années 80. Alors, c'est ce qui est arrivé au personnage principal de la vidéo. En fait, il ne savait pas que mémoriser les prénoms de ces 4 jeunes filles allait être utile dans un futur si proche, puisque là, la jeune femme a déjà commencé une approche de séduction. Et là, le personnage, homme ou femme, joué par la caméra, va le payer très cher, le fait de ne pas avoir mémorisé les choses. Alors que si son ami lui avait dit « Écoute, demain, sur le campus de l'université, je te présenterai 4 de mes copines. Il y en a une parmi elles qui est folle dingue de toi, folle amoureuse, elle veut sortir avec toi. Oui, je sais, tu ne lui as jamais parlé, mais que veux-tu, c'est ton charisme. » Eh bien, à ce moment-là, je vous assure que le lendemain, vous mémorisez les 4 prénoms, car vous savez qu'il y a une utilité pour le futur proche à le faire. Alors, conclusion. Quand vous voudrez que vos interlocuteurs mémorisent les informations que vous leur donnez, que ce soit vos parents, vos élèves, vos enfants, vos collègues, eh bien n'hésitez pas, dans un premier temps, à leur annoncer la couleur. C'est-à-dire d'abord à donner l'objectif, puis à dire, eh bien pour atteindre cet objectif, il va falloir que tu mémorises les informations que je vais te donner maintenant. Ainsi, vous envoyez à leur cerveau un message d'utilité pour le futur proche. Et évidemment, pour clore cette première des 3 parties, je ne vais pas vous laisser sans une deuxième projection de la petite publicité pour réjouir ceux qui ont trouvé tout de suite, pour récupérer quelques partisans de la bonne réponse et pour désespérer, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ceux qui resteront toujours sans opinion. Allons-y. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Alors, que pensez-vous? Oui, bien, bravo, c'est bien elle. C'est notre amie Stéphanie. Alors passons à la deuxième connaissance fondamentale en neurosciences. Le cerveau n'est pas multitâche. Alors vous allez me dire, comment ça, il n'est pas multitâche? Mais si, moi, je suis multitâche. En fait, nous sommes très nombreux à nous qualifier de multitâche parce que nous sommes sursollicités dans notre quotidien. Nous parlons à nos enfants pendant que nous envoyons des mails, nous regardons la télé tout en envoyant ou en lisant des textos. C'est tout juste si on ne se sentait pas capable de calmer un éléphant en furie dans notre salle de bain pendant qu'on lance une lessive de linge sale, tout en prenant un rendez-vous au téléphone chez l'ostéopathe.
On se dit, quand même, les sciences, c'est une chose, mais enfin, moi, je sais que je suis multitâche. Alors, il faut savoir qu'en fait, pour le scientifique, être multitâche, ce n'est pas exactement pareil que pour l'homme ou la femme de la rue. Être multitâche, pour le scientifique, c'est vraiment, est-ce que le cerveau est capable de faire deux choses concurrentielles exactement en même temps, et pas globalement dans 5 minutes, faire plein de choses en parallèle? Eh bien, là, la réponse est non. Ce n'est pas possible. Le cerveau ne peut pas le faire, sauf dans un cas, quand l'une des deux tâches est automatisée. Exemple classique, vous rentrez pour la 1000e fois chez vous, à bord de votre voiture, et bien là, vous avez forcément une connaissance de votre chemin qui a été automatisée. Vous pouvez avoir n'importe quel passager qui vous tient n'importe quelle conversation, même ennuyeuse, vous pouvez le suivre, tout en roulant. Par contre, transférez-vous avec la même voiture, le même passager, mais cette fois-ci dans une grande ville que vous ne connaissez absolument pas, où vous devez chercher votre chemin, sans GPS. Prenons Rome, pour que ce soit plus drôle, côté circulation. Et même, pourquoi pas, un rond-point romain, pour qu'on soit sûr que vous ne perdiez pas de vue la chose. Eh bien, à ce moment-là, quand votre passager va vous interroger sur ce que vous pensez des caractéristiques techniques de sa nouvelle tondeuse à gazon qu'il vient d'acheter, vous aurez certainement plutôt tendance à lui dire « Attends, tais-toi, je crois que j'ai raté la sortie. Et puis, pourquoi ils ne mettent pas de panneau? Et puis, pourquoi ils ne mettent pas de clignotant, mais ils mettent le bras dehors pour dire qu'ils vont tourner ?» Bref, pas de multitâche à Rome. Mais pas de multitâche non plus ailleurs. Alors, vous me direz « Mais alors, si le cerveau ne fonctionne pas en multitâche, comment fonctionne-t-il » Eh bien, ce sont les images suivantes, issues d'Arte, qui vont nous l'expliquer. Les recherches le confirment. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans le travail multitâche. En réalité, le cerveau ne peut se concentrer pleinement que sur une seule chose à la fois. Le multitâche impliquant au moins 2 activités simultanées, il faut déplacer l'attention alternativement de l'une à l'autre. Et oui, c'est cela, la vérité scientifique. C'est que le cerveau travaille en alternance des tâches. Alors, il y a un conseil de la sécurité routière que l'on comprend encore mieux désormais. C'est-à-dire, ne pensez pas que vous ne prenez aucun risque quand vous envoyez un texto pendant que vous conduisez. Comme le dit si joliment la chercheure Elena Pasquinelli au sujet justement de cette situation, quand vous tentez ce coup-là, en fait, votre cerveau, pendant quelques dixièmes de seconde, il conduit, pendant quelques dixièmes de seconde, il écrit. Je conduis, j'écris. Je conduis, j'écris. J'évite le lapin, j'écrase le lapin. Conclusion. À chaque fois que vous en aurez la possibilité, chez vous ou dans votre milieu professionnel, n'hésitez pas à faire du monotâche, de l'étape par étape. C'est ce que préfère votre cerveau, c'est ce pourquoi il est fait et il sera très efficace. Et si dans votre environnement familial, vous étiez jusqu'à présent tout content de dire « mais moi au moins je suis multitâche par rapport à toi », eh bien vous pourrez toujours… Oh, je ne connais personne dans la salle. Eh bien, vous pourrez toujours dire « oui, mais moi, je suis plus performant que toi dans l'alternance des tâches ». Ce sera aussi jouissif, mais cette fois-ci, en plus, la science sera de votre côté. Enfin, dernière des connaissances fondamentales en neurosciences, le cerveau est un véritable transformiste. Là aussi, on pensait que le cerveau, une fois arrivé à son âge adulte, qui est de 25 ans, scientifiquement, eh bien, il ne changeait plus. Un peu comme notre taille, à partir de l'âge adulte, ne change plus. Mais dans ce cas-là, comment expliquer qu'à force de jouer du piano, on joue de plus en plus facilement, et qu'à l'inverse, quand on s'arrête pendant quelques années de jouer du piano, eh bien, quand on veut s'y remettre, ce n'est pas tout à fait aussi facile que quand on avait arrêté. Si les neurones qui codent l'action « je joue du piano » étaient figés dans le temps, nous n'aurions aucune difficulté à reprendre au stade où on avait arrêté. C'est donc bien qu'il se passe quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre journée, chaque instant de notre vie, notre cerveau reconfigure son architecture interne.
Aussi fou que cela puisse paraître, vous n'avez pas le même cerveau cet après-midi que vous l'aviez ce matin. Et vous n'aurez pas le même ce soir que celui que vous avez cet après-midi. Alors rassurez-vous, quand vous rentrerez chez vous ce soir, vos proches, vos enfants, votre conjoint, vous reconnaîtront très facilement. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, la plupart du temps. Voyons quelques images montrant 2 neurones qui se connectent, toujours en direct d'Arte. Notre cerveau est plastique et adaptable. Nous réagissons en permanence à notre environnement. Toute perception, toute action, toute adaptation a un impact sur l'organisation de notre cerveau. En permanence, des cellules nerveuses sont activées ou désactivées, des réseaux se font et se défont, des milliards de neurones collaborent. C'est impressionnant, hein, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons garder en tête 2 images analogies de la plasticité cérébrale. D'abord, un chemin de randonnée. Plus il est fréquenté par les randonneurs, plus il se creuse et plus il devient stable. Malgré les pluies, il ne s'effacera pas. C'est l'équivalent de « je joue du piano de plus en plus et j'en joue donc de mieux en mieux ». Par contre, si vous n'empruntez qu'une seule fois ce chemin, à peine il est construit qu'il peut s'effacer. Là, pour le cerveau, c'est l'équivalent de neurones qui se déconnectent, puis ont leur liaison qui disparaît. Et puis, la dernière petite analogie, c'est la fantastique possibilité du cerveau de se connecter, d'avoir ces neurones qui se connectent avec d'autres. Un peu comme l'expansion du réseau autoroutier français multiplie les possibilités d'aller vers une ville donnée, Paris, eh bien, pour l'information, c'est pareil. Sauf que pour le cerveau, c'est à une échelle vertigineuse. Nous avons 100 milliards de neurones dans notre cerveau qui peuvent se connecter chacun à 10 000 autres. Alors, grâce à la plasticité cérébrale, eh bien, adieu au mythe du défaitisme, du fatalisme, du « je suis nul en anglais comme mes parents », du « oui, bien sûr, je peux progresser, mais enfin, si c'est dans 3 ans, moi, j'aurai jamais le temps et le courage d'attendre », etc., etc. Tout ceci est faux, puisque la plasticité cérébrale, elle est de chaque instant. Alors, conclusion, lorsque, dans votre vie, vous serez amené à douter de vous-même, ou si un jour, il y a quelqu'un qui vous fait douter de vous-même, n'hésitez pas à vous rappeler de la plasticité cérébrale et à vous dire « eh bien, tant pis, j'y vais quand même, parce que je sais que mon cerveau va me suivre. » Et effectivement, il va vous suivre, et vous serez plus heureux. Merci à vous et bonne soirée.